Eh bien le bonsoir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve donc pour cette vidéo pour une édition assez spéciale qui aura de temps en temps sur la chaîne. On va donc aborder 3 histoires de lieux hantés en France. Il y en a, je crois, alors il y en a une à Paris, une à Bordeaux et l'autre à Lyon. Donc on fait un peu comme ça le triangle de la France. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des histoires que vous souhaitez que je traite sur la chaîne. Ça fera toujours un plaisir de découvrir potentiellement de nouvelles choses. Beaucoup de vidéos sont déjà prévues tout au long de l'année. Il y a au moins j'ai un bon paquet de scripts à écrire jusqu'en février 2025. Mais voilà, le planning peut s'arranger si jamais vous avez des suggestions. On va donc commencer par le pub hanté de Bordeaux. J'ai nommé House of Parliament. Je vais éviter de répéter trop souvent le nom parce qu'avec mon accent, voilà. Le pub se situe donc au 11 rue du Parlement Sainte-Catherine, entre la place de la Bourse et la place de Saint-Projet, à Bordeaux donc. Il a été ouvert en 2003. Il est aussi appelé par les habitués le HOP, Hop. On va rentrer directement dans le sujet sur les faits paranormaux qui ont été relatés. La majorité, voire quasiment tous les faits qui ont été rapportés à l'heure actuelle ont été rapportés par les employés. Ceux-ci sont persuadés que l'esprit d'une femme apparaît la nuit. Donc il y a majoritairement des événements dans la cave, mais aussi dans la salle même. Aucun fait ne relate de décès ou n'explique la raison de ces apparitions, mais étant un bâtiment assez ancien, il y a moyen qu'il y ait eu des problèmes, on va dire, des drames dans la rue, justement devant le pub, et qui a causé quelques petits désagréments fantomatiques. Dans cette vidéo, je vais principalement me baser sur le livre qui est en dessous du... Attendez, je le prends 2 secondes. Dans ce livre aussi, du coup, La France des lieux maudits de David Gallet. Je me suis donc majoritairement basée sur ce livre, forcément j'ai fait des recherches aussi à côté, mais ce sont des lieux que je ne connaissais pas et que j'ai découvert du coup grâce à ce livre. Donc Nina Moss, responsable communication du bar, avait confié que l'atmosphère du lieu était assez pesante, surtout lorsqu'on approchait des 2h du matin, la fin de service, lorsque les derniers clients sortaient du bar. Pour ce qui concerne la salle, majoritairement il y a une table dans le fond de la pièce qui est la principale zone de phénomène paranormal. Il paraîtrait que si cette table n'est pas la première à être débarrassée, les verres valsent dans les airs. Jusque-là, personne ne les a vus, mais ils entendaient le bruit et lorsqu'ils arrivaient sur place, les verres étaient complètement éclatés au sol. Je ne sais pas en revanche si les clients du pub étaient témoins de certaines apparitions ou événements. Des apparitions fantomatiques aussi montrent le bout de leur nez, ainsi que des caisses qui se déplacent toutes seules. Je vais donc vous lire la page 90 pour l'interview, histoire que ça soit un peu plus le plus fidèle possible. C'est donc la responsable communication qui parle. C'est Julie qui s'occupait du ménage à cette époque. C'était une salariée du pub. Elle était agent d'entretien. Elle nous racontait souvent avec une pointe d'angoisse dans le regard qu'il y avait une table au fond, juste à côté de la scène, qui était particulière. Il fallait toujours débarrasser cette table en premier parce que, affirmait-elle, si on ne le faisait pas, les verres venaient tous s'éclater sur le sol sans que quiconque ne les ait touchés. C'était flippant. Donc ce phénomène apparemment se serait produit au moins une dizaine de fois, mais voilà, personne n'était témoin. En 2006, dans la cave, alors qu'une employée, Julie, s'occupait de l'entretien à l'entrée de la pièce, l'une des caisses justement dont je vous ai parlé un chouïa avant a traversé la pièce pour venir jusqu'au pied de la chaise du bar. Pensant au début que c'était une farce, Julie a cherché à savoir s'il y avait ses collègues peut-être qui étaient cachés dans le coin ou autre, ou si c'était peut-être un prank, un stratagème, mais elle n'a vu personne. Elle n'a donc trouvé aucune raison rationnelle à ce qu'elle venait de vivre. L'une de ses collègues, peu de temps après,
a aussi surpris une très belle femme qui était habillée un peu dans les années 20, les années folles, avec une belle robe et un petit chapeau. Sauf que la vision s'est estompée assez rapidement. Pour les fantômes du bar, on a donc la femme des années 20 qui a été surprise. On a une autre femme qui a aussi été vue. Mais nous avons aussi un homme qui s'endormirait dans la salle et qui disparaîtrait dès que quelqu'un s'en approche. Une autre femme aussi est aperçue. Celle-ci est totalement habillée en violet et elle ne serait uniquement visible que par le miroir, par son reflet dans le miroir. Enfin, son reflet. Dans la cave, depuis 2008, il n'y a plus vraiment de phénomènes visuels qui se sont fait surprendre, on va dire. Mais les employés, par contre, ressentent toujours une présence dans cette pièce-ci en particulier. Donc, David Gallet avait été interpellé et est donc descendu dans la pièce. Il avait donc constaté que le peu de luminosité qu'il y avait pouvait conduire à une impression d'oppression. Mais en effet, l'ambiance était assez malsaine. Il n'avait pas senti de présence, mais l'atmosphère était vraiment étouffante. À l'heure actuelle, il n'y a plus aucun phénomène qui semble se produire dans ce bar. Donc vous pouvez aller tranquillement siroter votre boisson sans risquer de croiser des fantômes. Nous allons donc passer à la deuxième histoire qui se situe au 123 boulevard Voltaire. 1, 2, 3 Voltaire. Cette histoire remonte aux années 1891 dans la ville de Paris et plus précisément au 123 boulevard Voltaire. Toutes les nuits, entre 22h et 6h du matin, de drôles de choses se produiraient dans un immeuble de la rue. Tous les journaux de l'époque se sont arrachés cette histoire. Vous imaginez bien qu'une bâtisse hantée dans les rues de Paris, ça fait forcément parler. Donc cette histoire a même traversé les siècles. Il faut savoir aussi que le spiritisme est arrivé en France dans les années 1853. Donc forcément, voilà, c'est à l'apogée. Il faut absolument parler de ce genre de sujet pour avoir un maximum d'audience. La mode est aussi à la pratique des arts obscurs. Et il en sera donc d'ailleurs un peu fait question dans cette partie-ci. De très nombreux journaux ont donc écrit des articles à ce sujet. On peut notamment retrouver celui du 21 mai 1891 dans le journal Le Temps. Je vais vous lire donc une partie de cet article, disponible dans le même livre dont je vous ai parlé juste avant. Et ce sera donc à la page 120, si jamais vous cherchez les pages. À l'issue du 9 o'clock de la porte Saint-Martin, la foule élégante s'est répandue dans les salles de spectacle du voisinage et plus particulièrement à la maison hantée du boulevard Voltaire, qui est en ce moment l'endroit le plus agréable pour finir une soirée. Il s'agit de cette maison du 123 boulevard Voltaire, qui depuis quelques semaines est hantée par des esprits. Cela suffit pour vous indiquer qu'il ne s'agit point à proprement parler d'un de nos théâtres, car ce genre de fréquentation est devenu assez rare dans les établissements en question, quoique les esprits dont il s'agit ne me paraissent pas de la force de Rivarol, de Lambert Thiboust ou d'Aurélien Scholl. Ils n'ont pas du tout de conversation et leur plaisanterie se borne à faire retentir des bruits étranges dans un mur qui n'a même pas l'excuse de communiquer avec le palais des Doges de Venise. L'architecte s'en est assuré. Tout le sel de la chose consiste à faire ce petit boucan sur le coup de minuit et à le répéter à peu près exactement tous les soirs de façon à donner une peur bleue aux locataires de la maison et à compromettre gravement les loyers du propriétaire. On a cru tout d'abord à une mauvaise farce de quelques garnements du voisinage, mais la surveillance rigoureuse des agents de la sécurité n'a rien donné de ce côté. Des architectes appelés en consultation ont été d'avis que la maison avait des borborigmes et qu'il y avait lieu de la purger. Retenez bien cette information. Aussi fut fait, et son état ne s'en est point amélioré. Là où la science et la police sont impuissants, à qui croire? Il faut donc savoir que j'ai cherché justement les pages de cet édit journal, entre autres, car il y en a énormément qui ont écrit sur le sujet, mais je ne les ai pas vus numérisés, du moins, donc je n'y ai pas eu accès, ou du moins je n'ai pas su chercher, du coup. Je suis tombée sur un événement d'ailleurs, par contre, dans mes recherches, qui se serait passé à Fourmi, le même mois, la même année. La fusillade de Fourmi, donc le 1er mai 1891. Donc voilà, c'est au besoin, bon c'est dans le nord par contre, mais un grand massacre. C'est petite info personnelle. Pour les faits paranormaux, il y aurait donc majoritairement, comme ce qui a été relaté dans le journal, de très gros bruits dans le mur, enfin dans les murs, qui conduit au fait que les fenêtres et les murs tremblent. Ça ressemblerait apparemment à des gros coups de canon
À l'époque, ce type d'entité et de phénomène était rattaché à ce qu'on appelait l'esprit frappeur, donc en gros les poltergeists maintenant, qui ne se manifestent donc qu'à des heures données la nuit. Les habitants de l'immeuble étaient assez dubitatifs quand même à l'existence d'une telle entité. La concierge, elle aussi, est totalement sceptique, avançant qu'on disait qu'une femme pratiquait le spiritisme et elle résidait dans un appartement hanté. Alors je ne sais pas si c'est dans ce même immeuble, je présume. Ce ne serait qu'une légende, mais rien n'est avéré. Un médium, alors M ou Monsieur, je ne sais pas, les maris, adepte de Allan Kardec, s'est déplacé sur place pour faire une analyse. Rien n'en est vraiment ressorti. Lors d'une séance, un ancien camarade aurait montré sa présence à cause d'une rancune tenace envers le jardinier qui était présent autour de la table ce jour-ci. Il casserait donc des verres et j'en passe pour ennuyer son ancien ennemi. Après le passage du médium, l'entité aurait totalement disparu et n'a pas refait parler d'elle. Un problème de fosse septique, peut-être ? Le propriétaire avait fait vider la fosse de l'immeuble, faisant un peu écho à ce qu'avaient avancé les architectes. Vous vous demandez donc sûrement pourquoi, je vous en parle, mais je vous rassure que donc il y a un lien. Les enquêteurs ont remarqué que au plus la fosse était remplie, au plus l'entité se manifestait violemment et inversement. Moins la fosse était remplie et moins on en entendait parler. Il y aurait donc une raison rationnelle à tout ça. L'hypothèse avancée étant que la fosse est fissurée et l'air s'engouffrant dedans créerait des gaz qui s'engouffrent dans un tuyau qui remonte le long des murs. Dans leur course, ces gaz-ci se heurtent aux parois, créant des détonations, ce qui expliquerait les bruits entendus par les habitants et ce qui donc fait penser aux coups de canon. L'histoire se termine donc sur ceci. Il y a sûrement donc pour cette histoire une explication rationnelle à tout ça, comme quoi il ne faut vraiment pas crier gare, il ne faut vraiment pas crier au loup dès qu'il y a la moindre chose, analysez toujours. On va passer à la troisième histoire, la maison du diable, qui relaterait plutôt d'une sorte de malédiction quand même, ou d'une sacrée coïncidence. Cette maison se situerait à Haute-Borde, à Paris. Tout commence le 15 juillet 1891, donc la même année que l'histoire précédente. Un article dans le journal nommé La Croix paraît en informant qu'un homme nommé Albert Dalou, âgé de 38 ans, aurait tenté par 7 coups de tranchée dans la poitrine de mettre fin à ses jours. Alors attendez, c'est ça que je voulais voir. Le tranché, c'est une sorte d'outil de coupe et de traçage, notamment utilisé dans tout ce qui est menuiserie. Et je crois que justement, cet homme-ci était menuisier. Il a donc été amené à l'hôpital et, par miracle, il a réussi à survivre. Une quinzaine de jours plus tard, il sort de l'hôpital, totalement guéri, tout va bien. Il rentre chez lui, à peine a-t-il traversé la porte d'entrée, qu'il se précipita à l'étage et se jeta par la fenêtre. Cette fois, il n'a pas raté son coup. Il habitait au 33 rue de Couronne, anciennement le cabaret du Pistolet, situé dans l'actuel 11e et 20e arrondissement de Paris. Petite info, ce cabaret est d'ailleurs connu pour être le lieu où le célèbre bandit nommé Cartouche, de son vrai nom Louis-Dominique Bourguignon, fut arrêté le 20 octobre 1721 et le 28 novembre 1721, donc la même année, quasiment un mois plus tard, il fut condamné à mort en étant roué de coups sur la fameuse place de Grève. Donc je pense qu'il y a tellement eu de décès là-bas que vous vous cognez avec les fantômes. Longtemps avant cette histoire, le voisinage croyait la maison hantée à cause des bruits que l'on pouvait entendre. Il y avait des lueurs aussi qui étaient aperçues par les fenêtres. Elle a eu droit son nom à la maison du diable sous le Second Empire. À l'heure actuelle, il ne reste plus rien de ce lieu étant remplacé par des immeubles. Petit fait historique, d'ailleurs, l'écrivain Jean-Jacques Rousseau a été renversé et blessé par un chien dans cette même ville, à la barrière de Ménilmontant, le 24 octobre 1776, ce qui a été un peu un tournant dans sa vie. Ça lui a permis d'avoir quelques, pas perspectives, mais une vision différente de la vie. Revenons donc à nos moutons. Dans cet ancien immeuble à 3 étages, d'autres cas sont connus. Albert Dalou n'est pas la seule victime de la bâtisse. Le 20 juin 1907, une fleuriste âgée de 30 ans, on n'a pas son nom, se défenestre à 6h du matin. Elle décède sur le coup. Exactement comme Albert. Le 10 août 1925, Louis Legrand est retrouvé inconscient devant le 33 rue des Couronnes, une balle de revolver dans la poitrine. Il décède sur le chemin qui le conduit à l'hôpital, dans le taxi. On soupçonne qu'il ait tenté de mettre fin à ses jours. En un espace de
40 ans, David Gallet a donc pu déterminer qu'il y avait eu énormément de faits divers qui se sont déroulés à cette même adresse ou dans les alentours. Il y aurait eu notamment 2 tentatives de meurtre, un meurtre en 1926, 5 tentatives pour sauter la vie de diverses personnes, un incendie dont on n'a pas réussi à déterminer s'il avait été volontaire ou involontaire, enfin criminel ou pas, et un accident très grave de voiture en 1904. Donc la maison maudirait-elle ses occupants et tous ceux qui passent devant? Telle est la question. Dans les années 1970, la bâtisse a été rasée, comme énormément de bâtiments du quartier. Donc vous pouvez essayer de vous balader à l'heure actuelle via Google Maps. Je l'ai fait. Aucune idée. J'ai pu voir que cette maison-ci, l'ancien cabaret, du coup, avait été remplacée par une sorte de petit... j'ai storage store, j'ai en anglais grocery, etc. Comment ça s'appelle, remplacé par une supérette au numéro 31. Mais même en regardant sur Google Maps, je n'ai pas réussi à retrouver cette supérette. À savoir pourtant que ce livre a été édité dépôt légal en juin 2024. Donc je pense que c'est normal, enfin c'est assez récent. Quelque chose pousserait-il donc les passants à commettre l'irréparable ou est-ce seulement une coïncidence? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous a le plus interpellé, peut-être fait un peu peur, ou celle où vous y croyez le moins. Si peut-être vous connaissiez aussi l'une de ces histoires, je crois vraiment que par contre les 2 dernières étaient les plus méconnues. Surtout la dernière, puisqu'on n'a plus aucune trace du tout de l'existence de cette maison. Je suis très curieuse du coup de voir vos commentaires et on va donc se laisser ici. J'avoue que moi la préférée a quand même été le pub de Bordeaux. La deuxième étant forcément, je pense, à mon avis, une raison rationnelle. Et la troisième me fait plutôt penser à une sorte de malédiction, donc croyant en même temps à l'énergie résiduelle. Bon, voilà, si les lieux étaient saturés par une mauvaise énergie, forcément, et je ne parle pas là de paranormal, je parle juste côté énergétique, je pense que c'est normal qu'il y ait eu plusieurs drames. Je vous dis donc, bye!